écrire en lettres d'or l'avenir de notre pays jusqu'à 2063. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres que l'avenir du Mali, c'est au nord. Ça ne veut pas dire que le sud ne doit pas compter, tout le Mali doit compter. Mais le nord, certains l'oublient. Il y a certains, je ne veux pas les qualifier, qui nous disent « Angé fait une douma, ou quoi angé un restaurant ». Ils n'ont rien compris de l'histoire. Vous savez, il y a un siècle, les États se battaient pour avoir ce qu'on appelle l'espace vital. Des millions de citoyens mouraient. Au Mali, on a l'espace vital qu'on veut nous retirer. On vient de nous dire vers 2060, nous serons 50 millions. Après, nous serons près de 100 millions. Notre avenir, c'est au nord. Nous n'avons pas besoin de faire de guerre ou quoi que ce soit pour l'espace vital. La deuxième chose, l'agriculture, l'élevage et la pêche, les uns des moteurs du développement de notre pays. Ceux qui sont au nord le savent, ceux qui vont. On n'a pas besoin d'engrais dans beaucoup de localités. La terre est très très fertile. Au nord, j'ai lu dans un livre récemment et puis je me suis fait instruire auprès du ministre de l'Agriculture que vers Thessalite, il y a des produits qui poussent là-bas mieux que partout ailleurs au Mali. Sans parler des supposées ressources minières au nord. Pour la petite histoire, je fais cette digression parce que mon rôle aujourd'hui, c'est de ne pas faire le technicien. On a des gens pour le faire. Le ministre des Finances nous l'a montré, avec ses équipes. Si le président fixe une bonne vision et nous suivons le cap, ils vont faire le travail. Donc ce n'est pas ce qui manque au Mali. C'est la vision. On fait des bons textes, on applaudit et c'est fini. On venait de le voir au ministère du Tourisme. Les textes sur le tourisme depuis 2015 ont été adoptés. C'est la première fois qu'il y a la journée nationale de l'artisanat et du tourisme. C'est la même chose. On fait des bons textes, mais il nous manquait une vision. Si vous n'avez pas de vision, comme l'autre l'a dit, vous ne savez pas où est-ce que vous partez. Et en ce moment, il n'y a pas de bon vent pour vous. Vous serez en train de courir derrière les appréciations, bien élus, applaudis à l'extérieur, vous êtes dans les hôtels, dans les avions. Pendant ce temps, auprès de votre population, les gens ne boivent même pas de l'eau. Un jour, je me suis posé la question, mais le président là, c'était un militaire, pourquoi il nous parle tout le temps de forage? Après, je me suis interrogé moi-même, un jour j'ai eu la curiosité de lui dire, de m'instruire un peu. Est-ce que vous savez que quand ils étaient sur le terrain, ils arrivaient dans des villages où il n'y a même pas d'eau. Les soldats qui allaient mourir de soif venaient, les villageois aussi n'ont pas d'eau. Ça marquait son cerveau. Et dès qu'il est devenu président, vous avez vu tout de suite, il dit, il faut que j'amène le forage partout. Moi, j'ai fait 25 kilomètres aller-retour dans l'enfance. Avant de venir là où je suis, par la volonté de Dieu et des Maliens, nous avons l'obligation, l'ardente obligation historique de faire en sorte que cette équipe de la transition écrive en lettres d'or la nouvelle histoire du Mali, pour que les Maliens espèrent. Un peuple vit d'espérance, d'espoir. Il faut donner de l'espoir au peuple. Et ces revendications pour lesquelles il s'est mobilisé des mois durant, en refusant la politique de fait accompli qu'on voulait lui imposer, en le réduisant
à ne plus croire en lui-même, en le faisant attendre les moments de l'histoire où quelqu'un aura décidé que le Mali doit devenir ainsi, et puis il s'en va, ou bien il reste. Et les Maliens allaient se retrouver, comme vous l'avez déjà vu, comme un pays où la communauté internationale a fait 20 ans. Un jour, elle a décidé de partir. Et les citoyens sont en train de courir pour s'agraffer au train d'atterrissage des avions pour quitter son pays. Et les présidents démocratiquement élus, qui étaient applaudis par tout le monde pendant ces 20 ans et leurs familles, comme chez nous, c'était un responsable, ont 2, 3, 4, 5 passeports, et le jour venu, les plus dynamiques vont chercher à s'accrocher au train d'atterrissage. Certains ne pourront même pas aller, ils vont tomber. Et ceux qui ont les multiples passeports choisiront là où il est mieux pour eux d'aller. Et c'est fini. L'écrasante majorité des Maliens n'aura que ses yeux pour pleurer et devenir de nouveaux esclaves sous la soumission des autres. Parce qu'elle va dire, mon armée ne vaut rien, il me faut l'armée d'autrui pour me sécuriser. Voilà le sort qui était réservé au Mali. La case était en train de brûler. Quand une case brûle, on ne demande pas qui a mis le feu. Ceux qui se mettent dans le débat de savoir qui a mis le feu, ils n'ont rien compris. Les Africains disent qu'il faut d'abord éteindre le feu. Quand le feu est éteint, on cherche à comprendre. Et au Mali, pendant qu'on nous a inoculé le virus du défaitisme, j'ai appelé le virus du pétainisme, où la grande majorité des Maliens, désabusés, découragés, attendaient les jours fatidiques dont je vous avais parlé parce qu'ils ne pouvaient rien faire. L'armée malienne ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne. A fortiori des avions, des drones, des hélicoptères, des blindés et autres. Parce qu'il y avait un autre agenda caché qui n'était pas celui du Mali. On nous a vendu une marchandise dans un emballage sur lequel est écrit, sur lequel emballage à me ramener la paix au Mali. À l'intérieur, les Maliens viennent ouvrir. On dit non, 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 nous sommes venus pour cette histoire de ramener la paix, faire la guerre. On est venu pour maintenir la paix. On ne la ramène pas, mais on la maintient. Mais elle n'existe pas. Et quand on leur a dit de partir, on se donne rendez-vous à 6 heures, on vient, on nous dit qu'ils sont partis à midi. On se donne rendez-vous à midi, on vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures. Et on se rend compte que parmi les raisons, ils disent qu'ils sont en insécurité. Mais vous êtes venus pour nous sécuriser. Et vous vous fiez parce que vous êtes en insécurité. Mais ça, c'est quoi ça? On a fait 10 ans dans ça. Mais quand on s'est rendu compte à midi qu'ils sont partis depuis 6 heures, nous avons dit à eux-mêmes et à ceux qui savaient qu'ils partaient depuis 6 heures qu'ils ne perdent rien à attendre. Et le chef suprême des armées, le ministre de la Défense, avec, je dis, son calme olympien, les chefs militaires, avec leur discrétion reconnue, nos soldats, avec leur sens du sacrifice et de la patrie, n'ont lésiné sur rien. Et ils ont pris Kidal le 14 novembre 2023, démontrant ainsi à la face du monde, du point de vue de l'histoire, qu'impossible n'est pas malien, que l'armée malienne, que j'ai appelée les Monébodéons, ces messieurs et ces dames
qui nous ont enlevé la douleur et le sens de la défaite et nous ont restitué notre honneur et notre dignité. C'est ainsi que, aujourd'hui, tous les Africains regardent le Mali. Tous les Maliens regardent leurs militaires. Mais les militaires ont fait leur travail. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Le développement économique et social. Parce que s'il ne vient pas tôt ou tard, ce sacrifice des militaires, je ne dirais pas qu'il sera vain, mais il sera minoré. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est exactement ce que le ministre de l'économie et des finances a fait. C'est penser au développement économique et social du Mali. Parce que nous voulons un peuple qui vive heureux. Nous voulons un pays où certains chercheront des visas pour venir, et non l'inverse. Et pour cela, ils ont pris le soin de se poser la question. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et comment y aller? C'était exactement ces questions-là qu'on a effacées de notre vision. On était là seulement, les Mali, l'exemple, et puis on sursautait, comme des cabris qui ont pris de l'alcool. Vous savez ce qu'Amadou Hampâté-Bâ dit? Il dit que le pouvoir là, c'est comme l'alcool. Les premiers verres là, vous sautillez très content comme un cabri là, vous êtes bien. Au deuxième verre là, vous êtes fort, tout le monde a peur de vous. Au troisième verre, vous commettez tellement d'erreurs que vous devenez comme un cochon dans les saletés. Donc c'est ce que les autres avaient prévu pour nous. On a trouvé des hommes, des militaires, ils ont retiré la bouteille d'alcool là, ils ont dit non, non, mettez-vous au travail. Posez-vous la question, d'où venez-vous? Où est-ce que vous êtes? Où voulez-vous aller? Et surtout, comment y aller? Voici les questions que le président a posées au ministère de l'économie et des finances, qui a dit aux Maliens, voici là où je veux que vous alliez. Voici comment aller. Voici là où on est. Voici d'où nous venons. Mais ils ont fait les économistes. En réalité, ça c'est technique. D'où nous venons là, ça c'est politique. D'où nous venons là, c'est pas comme chez les autres. D'où on vient, c'est extrêmement important. Vous savez, notre pays a connu 2 vagues d'islamisation. À la chute de l'Empire du Ghana, ceux qui l'ont détruit s'appelaient les Almoravides. Aujourd'hui, ils se font appeler les Mourabitoun. Ça, c'est pour nous impressionner, c'est la même chose. Fugoto, Ganji Boro Koro Borabe Borokele. Almoravide, Mourabitoun a imposé l'islam par la violence. Mais l'islam la plus répandue, elle est venue par le commerce et les affaires. Au XVe siècle, au XIIIe siècle, au XIIe siècle. Donc notre pays n'a pas à apprendre l'islam chez quelqu'un. Depuis des millénaires, nous sommes un pays musulman. Deuxièmement, les autres États ont été constitués par le colon. Chez nous, la nation existe avant la colonisation. Certains, on les a colonisés en 2 semaines, 1 mois. Chez nous, 2878, le 22 septembre, la bataille de Logo Savousouré, au 16 mai 1916. 38 ans de guerre pour soumettre ce qui est appelé après le Soudan. Mais pourquoi? On a eu des grandes entités étatiques ici, le Ghana, le Mali, le Songhai. Mais à la destruction du Songhai, avant la destruction du Songhai, beaucoup ne savaient pas, on avait un État décentralisé et laïque. Je rappelais aux uns aux autres
que lorsque le roi du Maroc s'était hasardé à vouloir tomber sur le Mali, mais c'est un contingent de militaires composé exclusivement de Touaregs qui les ont mis en échec et ont foncé jusqu'à Fès. Mais quand cet empire est tombé en décadence, des petites royautés sont constituées, les Bambara font le Kaharta, ils font Ségou, les Peuls font le Massina, les Malinké font Samori, les Sénoufons font Kénédougou. Ils sont venus les prendre un à un. C'est avec ces petites principautés-là qu'on nous a pris un à un. Les derniers, c'est les Touaregs, les Oulimeded. Le 16 septembre 1916, vous savez, pour les détruire, on a poussé les Africains, d'autres Touaregs et d'autres Arabes. Firoun a été assassiné par un Africain le 20 juin 1916 et donné son corps aux Blancs. Mais c'est le même sort qu'on nous a réservé. Si vous avez remarqué au nord, là, c'est les plus forts. Quand tu es fort, tu es un vendeur de drogue, tu fais ce que tu fais. Gao, Tombouctou, on achète toutes les grandes maisons. Une maison qui coûte 10 millions, il l'achète à 20 millions, disons à 50 millions. Donc, à terme, toutes les populations autochtones de Gao, là, on les allait les mettre à la périphérie. Au centre, c'est les terroristes et les vendeurs de drogue qui allaient commander le Mali. Les élections vont venir, ils vont aller avec cet argent corrompre, comme l'élection, on a une démocratie purement électorale, corrompre tout le monde, être élu. On va avoir dans nos institutions des vendeurs de drogue, des terroristes, et le pays sera ce que ses ennemis veulent. Et on va retourner à la situation d'un État avec des citoyens ignorants de leur histoire et dirigés par des corrompus. Ça, c'est un État à prendre très vite. Et on allait confier notre sécurité à d'autres. Les Maliens ont dit non. Ils se sont organisés. Après plusieurs mois de contestation contre ce fait accompli et les changements politiques et institutionnels d'août 2020, conséquence de ce refus de notre peuple, et particulièrement à la suite de la rectification de la trajectoire de la transition, à partir du 24 mai 2021, ces prises de position ont permis à notre pays de s'engager résolument sur la voie de son redressement et j'espère pour toujours. Mesdames et messieurs, grâce à la stabilisation du pays, aux réformes politiques et institutionnelles en cours, la transition suscite beaucoup d'espoir et est largement soutenue par les Maliennes et Maliens décidés à prendre leur destin en main. En organisant les assises nationales de la refondation, les autorités de la transition ne pouvaient trouver un meilleur créneau pour donner la parole à toutes les couches et sensibilités de notre peuple, afin qu'elles se prononcent sur la situation critique du pays et décident des mesures à mettre en œuvre dans tous les secteurs de la vie. Et c'est pourquoi j'ai été très heureux de voir le ministre de l'Économie et des Finances et ses équipes nous interroger. D'où venez-vous? Où est-ce qu'on est? Où on veut aller? Et comment y aller? C'est la question du président et du gouvernement auxquelles ils ont tenu à répondre. Je ne reviens pas sur tous les autres chiffres. Je dirais juste que des projets structurants seront identifiés et mis en œuvre pour soutenir la réalisation de la vision du chef de l'État, du gouvernement sous son autorité, une vision déclinée en phase décennale qui concerneront les domaines suivants: la gouvernance et le renforcement des capacités de planification, les infrastructures et le développement du capital humain, l'exploitation et la transformation des ressources primaires,
l'environnement et le changement politique. Mesdames et messieurs, des réformes nécessaires sont indispensables et seront également identifiées et mises en œuvre tout au long de cette vision. Cet exercice doit nous permettre de sortir des sentiers battus et jeter les bases d'un Mali nouveau. Nous l'appelons tous Mali Koura. Maintenant, j'ai demandé aux oreilles, sinon qu'à dire Mali Taga. Les Peuls, Mali Taga, ça veut dire le Mali Koura. Les Dogons là, je crois que dans tous les villages, il y aura un nom à part. Parce que chez eux, chacun a son. Les Peuls donc à dire, les Arabes, chacun a qui a associé son nom. Ou bien nous allons nous entendre prendre le nom Malinké, Bamana, Malikoura, tout le monde comprend ça. Parce que j'ai vu l'autre jour des vieux Touaregs disent que Malikoura. J'ai dit, à Kidal aussi il y a Malikoura. Je voulais qu'ils me disent comment on dit ça en tamashek. Donc notre Malikoura, et c'est de façon exclusive. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement, depuis la rectification, a opéré en 2021 et mis l'accent sur la refondation à travers la mise en œuvre des réformes institutionnelles et politiques. Il s'agira à travers celle-ci de construire un État de droit en renforçant son autorité sur l'ensemble du territoire national. Et pour éviter les erreurs du passé, le président de la transition, qui constitutionnellement est l'auteur de la Constitution, soumis à l'appréciation du peuple depuis 30 ans, a fait comprendre aux Maliens qu'ils n'ont pas besoin d'experts pour écrire leur Constitution. Nous avons une nouvelle Constitution écrite par des Maliens, soumise à des Maliens, et non pas une Constitution pour laquelle on paye près d'1 milliard pour donner à un consultant qui va nous envoyer le produit de son étude qu'on n'a jamais vu, ni les 1 million d'euros, ni les consultations, ni rien. Et imaginez-vous, le Mali était tel que ceux qui sont à la base de tout ça, là, ils crient partout. Oubébé baga baga. Donc au Mali, l'effronterie, le mensonge, les baga baga sont devenus l'arme favorite pour gouverner le pays. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, tu proposes tes idées, le peuple malien les examine, et c'est ce que le président a fait. Et on a une nouvelle constitution qui dit clairement dans son article 34 les principes désormais que tout homme qui occupe des fonctions publiques doit suivre. Respecter la souveraineté du Mali, respecter ses choix stratégiques, respecter ses intérêts. L'article 34 de la Constitution. La Constitution a imposé autre chose, parce que c'est devenu maintenant la Constitution de tous les Maliens. L'article 35 dit clairement qu'il ne suffit pas d'être président, premier ministre, ministre, détenteur du pouvoir et acolyte. Bon, ça c'est moi qui ajoute acolyte, hein, et d'autres membres de l'oligarchie pour avoir la force de spolier les Maliens. Désormais, personne ne peut se soustraire à la loi. Vous ne pouvez pas. J'ai donné l'exemple l'autre jour. Un peuple qui construit un aéroport à 40 milliards, et puis quelques individus se retrouvent, ils vont fricoter avec quelqu'un qui vient de l'extérieur pour faire un contrat où l'État n'a rien. Et en quelques années, ils empochent l'équivalent d'un nouvel aéroport. L'État malien, lui, n'a rien. Un pays qui est en guerre, les gens meurent en nombre. Des institutions en sortent de l'argent au trésor. On ne peut pas acheter des lunettes à vision nocturne. L'argent est empoché. On ne peut pas payer des hélicoptères. L'argent est empoché. On ne peut pas payer des avions. L'argent est empoché. Par quelques individus. Et les militaires maliens moulés par millions.
par milliers, on les enterrait dans des fosses communes. On ne peut même pas leur donner une sépulture digne de ce nom. Parce qu'on ne peut pas payer un avion de transport. On a sorti l'argent, mais les Maliens n'ont pas l'avion. Parce que d'autres ont décidé de connivence avec les membres de l'oligarchie qui constitue pratiquement une troisième colonne dans notre pays, une cinquième colonne, pour nous paralyser. Notre peuple a dit non.